Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. La 4e session plénière du 19e comité central du Parti communiste chinois s'est tenue à Beijing du 28 au 31 octobre. Quels étaient les principaux sujets de cette 4e session? Quel rôle va-t-elle jouer dans le développement de la Chine? Nous en discutons aujourd'hui avec notre invité, M. Wu Zexian, ancien diplomate chinois. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Depuis la fondation de la Nouvelle Chine, une dizaine de 4e sessions plénières du comité central ont été lieu. Pouvez-vous nous présenter brièvement les points clés des précédentes sessions? Bon, c'est-à-dire, normalement, le comité central convoque chaque année une session plénière pour permettre à tous les membres du comité central de s'exprimer. Mais cette habitude de convoquer de façon annuelle date plutôt de l'année 1979, c'est-à-dire un an après le démarrage de la politique de réforme et d'ouverture. C'est-à-dire aussi à partir de l'époque où la situation politique en Chine est plus stable. C'est-à-dire avant, vous savez, il y a eu des événements politiques importants, il y a aussi des événements économiques concernant la voie sur le plan de développement importants qui ont plus ou moins marqué le planning, l'emploi du temps du comité central. Donc c'était pas régulier. Donc en 1979 que c'est devenu une habitude de tenir chaque année une session plénière, et la 4e session plénière en général traite toujours des sujets comme le développement économique, la réforme, la restructuration du système étatique, etc. Donc, comme vous avez dit, on a déjà organisé une dizaine de sessions, mais c'est surtout après 1979. Par exemple, cette année-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a traité surtout le sujet concernant la réforme agricole. La réforme agricole, vous savez, avant c'était une économie hautement planifiée, avant cette date de 1979, c'est-à-dire plutôt 1978, l'année où on a commencé la réforme. Mais la réforme consiste d'abord à réformer le système agricole. Avant c'était la commune populaire, et puis on a dit il faut redistribuer la terre à chaque famille des agriculteurs. Donc c'est une session, la 4e session du 11e comité central a traité ce problème crucial concernant la réforme agraire. Et ça a donné des résultats formidables. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'agriculture en Chine n'a rien à voir avec celle d'il y a 40 ans. Et récemment, on a publié d'ailleurs un livre blanc concernant la sécurité alimentaire, qui est un problème aujourd'hui complètement réglé. Tandis que pendant des milliers d'années, la Chine n'a jamais réussi à complètement régler ce problème. Mais grâce à cette réforme, on a réussi. Bon, vous voyez, la 4e session du comité central traite ce genre de dossier d'importance majeure. La 4e session peut aussi, à plusieurs reprises d'ailleurs, traite les dossiers concernant la réforme, la restructuration ou l'amélioration de l'appareil du parti. D'accord? Donc, et cette fois-ci, on va aussi traiter, on traite, mais c'est aussi, la réunion est en cours, on traite aussi un dossier très important, à savoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance. Donc, vous voyez, ce sont toujours des sujets importants. Et est-ce que les différentes sessions ont des missions différentes? Quels sont leurs rôles? Oui, c'est vrai. Normalement, chaque session est consacrée à un sujet différent. Par exemple, la première session, normalement, c'est la session qui est convoquée aussitôt après le congrès du parti.
C'est-à-dire tous les 5 ans, il y a un renouvellement de la direction du parti, du PCC. D'accord? Et lorsque le Congrès élit, voilà, la direction, c'est-à-dire le comité central, et tout de suite, voilà, le nouveau comité central convoque une session plénière pour élire le bureau politique et les membres permanents du bureau politique. Vous voyez, donc normalement la première session c'est ça. Voilà. Et puis il y a ensuite la deuxième session qui prépare pour l'année qui suit du Congrès, voilà, l'Assemblée populaire nationale, les travaux de l'Assemblée, parce que l'Assemblée populaire nationale se renouvelle aussi tous les 5 ans. C'est-à-dire, le planning, c'est que d'abord le congrès du parti, et puis quelques mois après, l'année suivante, voilà, c'est le renouvellement de l'Assemblée populaire nationale. Comme le PCC est le parti au pouvoir, donc avant la convocation de l'Assemblée populaire nationale pour le renouvellement, il y a voilà, une session plénière qui regarde les travaux à réaliser durant la session parlementaire, les propositions à faire pour tout le travail législatif. Voilà, par exemple, l'année dernière, lors de la session, lors de la nouvelle Assemblée populaire nationale, la session plénière avant, à la deuxième session, voilà, du comité central, avait proposé un amendement, voilà, ou tout un document visant à réviser, voilà, apporter des révisions ou amendements à la Constitution. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de travail que la deuxième session se charge, voilà, de faire, et ainsi de suite. Et normalement, troisième session plénière se consacre surtout au dossier de réforme, voilà, l'approfondissement de réforme, l'élargissement de l'ouverture, voilà, c'est souvent comme ça. D'ailleurs, ce qu'on constate en ce qui concerne ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire grâce à toutes ces sessions qui révisent, voilà, ponctuellement la ligne directrice du parti, donc de l'État, eh bien, on voit effectivement dans la réalité, dans la vie, des changements, des améliorations tout à fait visibles. Historiquement, la 4e session plénière du comité central ont toujours lieu à un moment critique, des discussions majeures concernant des sujets comme le développement du pays et de la partie, comme ce que vous avez parlé tout à l'heure. Et vous avez aussi cité le thème de cette année, le système et la capacité de gouvernance. Comment on peut comprendre plus concrètement ce sujet? Bon, vous savez, la Chine est un pays qui compte 1 milliard et pratiquement 400 millions d'habitants. Pour gouverner un pays qui est aussi peuplé, il faut absolument un pouvoir très fort. Un pouvoir fort et efficace. Voilà, parce qu'un pouvoir fort, voilà, s'il n'est pas efficace, ça peut voilà, conduire le pays dans une voie erronée. Or, la vocation du PCC, qui est le parti au pouvoir, voilà, c'est de servir les intérêts du peuple. Ça, c'est très clair, c'est défini dans le statut du parti. Voilà. Et puis la constitution chinoise, voilà, stipule aussi que voilà, c'est un pays, la Chine est un pays socialiste. Voilà. Tout pouvoir appartient au peuple. Donc l'idée, c'est de mieux servir le peuple, les intérêts de tout le monde. Bon, alors, pour servir les intérêts de tout le monde, évidemment, il faut un pouvoir qui a une efficacité, mais qui a aussi des gens, des cadres et des fonctionnaires qui ont la capacité, voilà, de gouverner, s'appuyant sur tout un système de gouvernance efficace. D'accord ? C'est pour ça que régulièrement, on essaye d'apporter, voilà, des éléments nouveaux pour notre système de gouvernance, mais pour aussi former, voilà, les gens, éduquer les gens, aussi bien les cadres que les fonctionnaires, pour qu'ils puissent, voilà, être en mesure de
diriger un pays aussi peuplé. Voilà. Donc c'est un sujet qui est absolument crucial. Et les deux termes clés de cette nouvelle session, le système de gouvernance et la capacité de gouvernance, comment doit-on interpréter? Le système, vous pouvez imaginer, c'est tout un système. Le système du parti d'abord. Voilà, c'est le parti, le PCC, le parti au pouvoir. Le système du parti, c'est-à-dire comment le parti fonctionne. Voilà, donc je vous ai déjà évoqué la vocation principale du parti, fondamentale du parti, c'est de servir le peuple. Mais comment on peut mieux servir le peuple? Il faut s'appuyer sur l'efficacité et sur la conscience de tous les membres du parti, depuis les membres de base jusqu'à la direction suprême. Voilà. Et tout ça nécessite un système. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, certaines sessions plénières sont consacrées à l'amélioration du système, de l'appareil du parti, d'accord? Il y a le système du parti, voilà. Il y a le système étatique, voilà. Le gouvernement, c'est très important, parce que le parti dirige le pays suivant une politique directrice, mais les travaux quotidiens, c'est le gouvernement qui se charge d'exécuter. Bon. Il faut aussi un système de gouvernance au niveau gouvernemental. Comme je vous l'ai dit, la Chine est un pays très peuplé. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir assurer une efficacité? Eh bien, nous avons tout un échelon. Il y a un pouvoir centralisé, bien sûr, à Pékin, mais il y a tous les échelons, au niveau des provinces, des municipalités importantes, des villes de taille moyenne, au niveau des régions, au niveau des districts, des cantons, jusqu'au village. C'est tout un système administratif très performant. Voilà, parce que vous savez, pour un pays aussi peuplé, s'il n'y a pas un système qui couvre tous les échelons, impossible de faire fonctionner une société de façon harmonieuse. Il y aurait toujours plein de problèmes. Bon. Il y a aussi le système parlementaire. Voilà. C'est donc le pouvoir législatif. Il faut que l'Assemblée populaire nationale fonctionne bien et toujours dans l'intérêt de servir les aspirations fondamentales de tout le monde. Alors, il faut permettre à l'Assemblée populaire nationale de jouer pleinement son rôle démocratique, parce que c'est là où s'expriment toutes les opinions des différents partis politiques, des différents milieux sociaux, mais aussi des intérêts qui peuvent être différents de chaque région. Voilà. Donc là aussi, il est question toujours d'améliorer le système parlementaire, c'est-à-dire le système législatif. Chez nous, il y a une autre particularité en ce qui concerne le système parlementaire, c'est que nous avons une institution qui s'appelle la conférence politique consultative du peuple chinois. Voilà. C'est à peu près l'équivalent de la chambre haute, mais ce n'est pas tout à fait la même, parce que cette institution n'a pas le pouvoir législatif. Or, c'est une institution qui est très importante, parce que c'est une institution qui a un pouvoir de supervision, qui peut contrôler le travail du gouvernement, apporter des conseils ou des critiques, qui jouent aussi un rôle important dans la lutte contre la corruption, comme les membres de l'Assemblée populaire nationale. Donc, vous savez, c'est aussi un système démocratique qui reste toujours en état d'amélioration continuelle. Voilà. Donc, c'est un autre. Et puis, il y a aussi, évidemment, le système juridique, la Cour suprême, le parquet, Et d'ailleurs, le système juridique joue un très grand rôle pour la stabilité de la société, pour l'égalité, la justice, qui constitue le fondement d'une société aussi. Bon. Et puis chez nous, il y a aussi un système spécial de lutte contre la corruption. C'est ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de remarquable de chez nous. C'était l'année dernière, on a regroupé tous les mécanismes, tous les outils de lutte contre la corruption,
au sein d'une commission qui s'appelle commission de supervision, commission d'État de supervision. C'est une institution qui est indépendante du gouvernement, d'accord, indépendante de la justice. Voilà. Donc c'est parallèle. Donc il y a cette commission d'État de supervision a un pouvoir, voilà, très fort, voilà, qui est chargé, voilà, spécialement de la lutte contre la corruption. Et voilà, vous voyez, on essaie toujours d'améliorer notre système de gouvernance sur tous les domaines pour mieux assurer un bon développement du pays, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, culturel même aussi, voilà, et social. Vous voyez, donc ça c'est déjà très important. L'amélioration, comme on dit, c'est aussi la modernisation du système de gouvernance. Évidemment, c'est très important. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis des années. Mais simplement, cette fois-ci, la session est consacrée à mieux ressortir l'importance, voilà, de la modernisation du système de gouvernance pour assurer les travaux à poursuivre pour les années à venir. Voilà. En ce qui concerne la capacité, voilà, de gouvernance, je vous ai déjà évoqué tout à l'heure, ce sont des cadres, des fonctionnaires, ce sont des gens. Mais c'est aussi les Chinois comme vous et moi, voilà, qui peuvent contribuer à améliorer la capacité de gouvernance. Bon, alors les cadres et les fonctionnaires, ce sont des exécutants, mais la population peut aussi formuler des critiques, apporter des conseils, apporter des avis pour améliorer la capacité. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Il y a sans arrêt, voilà, des discussions, des propositions pour réparer les défauts, dénoncer des problèmes, surtout des cas de corruption, voilà, dénoncer, et apporter aussi des propositions pour améliorer les choses. Voilà. Donc, ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est qu'en effet, la Chine voilà, ne cesse de se renouveler sur tous les plans, y compris sur le plan de gouvernance, voilà, et de la capacité, voilà, du système de gouvernance et de la capacité de gouvernance. Voilà. Donc cette session joue évidemment un rôle très important, d'autant plus que, voilà, vous savez, l'année prochaine, on atteindra le premier objectif stratégique de développement de la Chine, c'est-à-dire transformer la Chine en un pays d'aisance moyenne. Voilà, ça c'est un objectif stratégique. D'ici la fin de l'année prochaine, il n'y aura plus aucun Chinois vivant en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Bon. Alors, et il y a deux objectifs à moyen et à long terme. C'est-à-dire, en 2035, il faudra que la Chine devienne un pays moderne au stade primaire. Et au milieu de ce siècle, voilà, vers 2050, il faudra que la Chine, voilà, soit transformée en un pays moderne, c'est-à-dire un pays développé. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se dit toujours la Chine est un pays, est le plus grand pays en voie de développement. Mais au milieu de ce siècle, notre objectif, c'est que notre pays sera un pays développé. Voilà. Donc il faut, voilà, absolument, voilà, comme condition préalable, un système de gouvernance adapté à toutes ces exigences, et puis une capacité de gouvernance, voilà, montrée par tous les cadres, tous les fonctionnaires, mais aussi par toute la population, pour voilà, assurer ces tâches énormes. Et vous avez fait une analyse très concrète sur le système de gouvernance en Chine. En fait, en 1992, Deng Xiaoping a déclaré qu'il faudrait encore 30 ans pour établir un système plus mature et plus stable. Même le président Xi Jinping a également cité son affirmation. D'après vous, à quel stade de développement le système de Chine se trouve actuellement ? Alors, je pense que je vous ai déjà brièvement évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire notre premier objectif, c'est que d'ici l'année prochaine, pourquoi l'année prochaine? Ce sera voilà, le centenaire
de la naissance du PCC. Et j'ai évoqué tout à l'heure aussi que en 1978, la Chine a commencé à appliquer une politique de réforme et d'ouverture qui a radicalement changé la physionomie de la Chine nouvelle. Donc, évidemment, en 1949, voilà, la nouvelle Chine est née, ça a apporté un changement aussi bouleversant, voilà, ça a cassé, voilà, un ancien système féodal et semi-colonial, voilà, de l'ancienne Chine, et qui avait plongé la Chine dans la misère et dans un état de développement très en retard. Il y a eu déjà un changement formidable en 1949. Voilà. Mais en 1978, un autre changement qui porte aussi un sens très très décisif dans l'évolution de la société chinoise, c'est la politique de réforme et d'ouverture. Bon. Et en 40 ans, voilà, on a célébré justement le lancement de cette politique l'année dernière. Donc si on regarde rétrospectivement, en 40 ans, la Chine a accompli des progrès formidables. Et ça se traduit surtout au niveau de la vie quotidienne des gens, parce que tout développement doit profiter à la population. Bon, voilà. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le niveau de vie de la population a été considérablement amélioré. Là, donc ça saute aux yeux et ça surprend même nous les Chinois. D'accord. Bon. Donc on arrive déjà, voilà, comme on dit, à transformer la Chine en un pays de moyenne aisance. C'est-à-dire l'année dernière, il y a plus de 150 millions de Chinois qui ont fait du tourisme en dehors de la Chine. Voilà, du pays. Donc, vous voyez, donc, il y a une formidable classe moyenne et qui se forme et qui s'agrandit. Voilà. Donc, déjà, voilà, on atteint un niveau tout à fait respectable. Mais seulement, comme je l'ai dit, on a d'autres ambitions. On a des ambitions beaucoup plus grandes. Voilà. Donc, on va aussitôt après l'année prochaine, on va tout de suite rentrer dans la deuxième étape de développement, c'est-à-dire pour atteindre l'objectif fixé pour 2035. Au milieu de ce siècle, la Chine pourrait devenir un pays tout à fait développé, mais pour nous, on dit un pays développé au niveau moyen. Bon, mais je pense que, honnêtement, oui, au niveau moyen, si on regarde le niveau de développement de toutes les régions en général, mais certaines provinces ou certaines villes d'avant-garde atteignent déjà, voilà, un niveau de développement tout à fait, voilà, tout à fait d'avant-garde aujourd'hui. Hein, ils vont certainement dépasser, voilà, Mais d'après vous, quels sont les problèmes qui existent encore dans le système de gouvernance? Évidemment, vous avez raison de mentionner ce qu'il faut faire. Il y a toujours des problèmes. On peut imaginer, voilà. Même dans un pays développé, il peut y avoir des problèmes. Et surtout, la Chine, c'est un pays tellement peuplé, et c'est le plus grand pays en voie de développement, il y a certainement des problèmes. Par exemple, le déséquilibre de développement entre les régions, déjà, ça c'est un problème. Comme je vous ai dit, il y a des régions qui sont très développées, il y a des villes qui sont modernes, par exemple, et il y a d'autres régions, et surtout les régions rurales, et surtout les régions reculées à l'ouest de la Chine, qui se trouvent encore, voilà, dans un état de développement en retard. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a une lutte acharnée contre la pauvreté, parce que les pauvres, les gens qui vivent aujourd'hui encore en dessous du seuil de pauvreté, vivent principalement, ou plutôt exclusivement dans ces zones d'accès difficile, où les conditions climatiques naturelles sont difficiles, par exemple, manque d'eau, voilà, il y a des régions désertiques, mais il y a quand même des gens qui vivent là-bas, voilà, et il faut les aider. Voilà. Ça, c'est déjà un déséquilibre. Et puis, il y a aussi un déséquilibre entre le revenu des citadins et le revenu des ruraux. Voilà. Ça, c'est aussi à cause de la différence de développement, voilà, durant toutes ces décennies. La Chine a été un pays profondément agricole.
Aujourd'hui, bon, un peu plus de 60% des Chinois sont des citadins. Mais l'année en 1978, l'année où on a commencé la réforme, 18% seulement des Chinois étaient des citadins. Vous voyez, donc il y a une transformation rapide de la société chinoise, donc une société agricole qui est en train de devenir voilà, une société plus moderne. Il y a un exode rural formidable, mais cela explique la différence de développement entre la ville et les zones rurales. Bon, les zones rurales se développent aussi rapidement. Voilà. Les agriculteurs sont en train de rattraper les citadins en ce qui concerne leurs revenus. Mais l'écart existe toujours. Ça, c'est aussi un déséquilibre. Un troisième déséquilibre, c'est le revenu entre une partie de la population très riche, très aisée, parce que vous avez un secteur privé voilà, qui se développe rapidement. Et bien, vous pouvez imaginer voilà, des entrepreneurs privés qui ont réussi dans nos affaires, et bien, ils sont très très riches. Bon. Et en même temps, bon, je vous ai dit tout à l'heure, il y a encore des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, donc, c'est aussi la tâche de l'État voilà, de veiller à ce que la société ne soit pas divisée. Il y a toujours des efforts concernant l'égalité et la justice sociale. Bon. L'État fait beaucoup d'efforts, donc l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, il n'y aura plus aucun Chinois vivant en dessous du seuil. Mais cela nécessite beaucoup de travail. Tous ces problèmes, évidemment, alors, constituent des défis pour le gouvernement. C'est d'ailleurs pour cette raison aussi qu'il est question aujourd'hui voilà, de moderniser le système de gouvernance et la capacité de gouvernance pour lutter contre, par exemple, la bureaucratie, voilà, l'inactivisme, par exemple. Voilà. Tous ces problèmes existent. C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai dit, la population peut jouer un rôle important. Les gens voilà, qui rencontrent des difficultés lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils ont eu des affaires à faire avec les administrations, s'ils ont des difficultés, ils peuvent très bien porter plainte, voilà, critiquer, dénoncer voilà, la bureaucratie. Sur ce plan-là, il y a beaucoup d'améliorations, parce que le gouvernement insiste énormément depuis ces années sur le sens de service de l'administration au profit de la population, et surtout au profit des entreprises. Voilà. Et d'après vous, comment cette session va-t-elle contribuer au développement de la Chine? C'est très important. Si la session définit voilà, la ligne directrice voilà, pour moderniser le système de gouvernance et la capacité de gouvernance, eh bien, tout le parti qui est au pouvoir veillerait voilà, attentivement à ce que la décision du comité central soit appliquée à la lettre. Voilà, c'est là l'efficacité du Parti communiste chinois en Chine. C'est aussi une nécessité absolue pour gouverner un pays aussi nombreux, comme je vous ai dit. Bon. Et puis tous les cadres, tous les fonctionnaires prendraient plus de conscience de leurs responsabilités. Voilà. Vous savez, pour encadrer l'administration d'un pays aussi peuplé, il y a un nombre important de cadres. Il y a tous les niveaux, tous les échelons d'administration, mais aussi tous les échelons au sein de l'appareil du parti, du PCC. Donc tous les cadres, tous les fonctionnaires, voilà, prendront la conscience voilà, de l'importance de cette décision voilà, adoptée par la 4e session plénière du récent comité central. Merci pour toutes ces analyses très concrètes sur le système politique chinois. C'est un plaisir. Et voilà, c'est la fin de cette édition. À la prochaine.